Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés sur Bismart. Chaque jour en direct à 17h si vous nous suivez sur notre plateforme live bismart.fr ou à la télévision via vos box. Émission que vous retrouvez bien sûr chaque jour en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, au moins 24 heures sans nouveau creux sur les indices actions et sans nouveau pic sur les taux longs américains ou en Europe. C'est l'idée d'une stabilisation qui s'installe sur les marchés depuis quelques heures maintenant, avec un indice CAC 40 à Paris qui se tient autour des 7000 points, des variations très très faibles à noter sur les marchés actions en Europe aujourd'hui, et des taux longs qui restent proches des sommets et des extrêmes qui ont été atteints ces dernières heures et ces derniers jours, mais encore une fois qui n'ont pas marqué de nouveaux sommets. On est autour de 4,70, 4,75 pour le 10 ans américain au moment où l'on se parle. Un actif qui lui a décroché depuis quelques jours, en revanche, c'est le pétrole, avec une baisse de plus de 10% pour le baril de brut léger américain, encore le baril de Brent. En une semaine à peine, le Brent était monté jusqu'à $97 le baril et donc a chuté d'un bon 10%, à moins 12% peut-être même du pic au creux sur cette séquence de quelques jours autour du baril de pétrole. Là aussi, il y a peut-être un peu de pression qui peut s'alléger sur ce marché pétrolier après un rebond des cours de plus de 30% au cours de l'été. Il faut quand même le rappeler et le signaler. Discussion de marché à suivre avec nos invités dans un instant en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme régulièrement, nous évoquerons l'analyse de marché à travers les outils d'intelligence artificielle. C'est Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Comme du Bois. La bourse de Paris évolue sans tendance ce jeudi et reste tributaire des variations sur le marché obligataire. Si les rendements demeurent relativement stables aujourd'hui, les marchés restent toujours inquiets quant au maintien de taux d'intérêt élevés sur le long terme. Du côté des États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont moins augmenté que prévu. Elles ressortent à 207 000, légèrement en dessous des 210 000 anticipés par le consensus compilé par Bloomberg. Du côté des valeurs, Alstom s'effondre aujourd'hui jusqu'à près de 36% au cours de la séance. C'est le plus fort repli accusé par le groupe depuis 1992. L'équipementier ferroviaire a annoncé mercredi soir la réduction de sa prévision de cash flow libre pour l'année fiscale en raison de l'accélération de la mise en production et des retards sur des commandes. De son côté, Casino bondit jusqu'à près de 7% au cours de la séance. Le groupe a annoncé jeudi avoir signé un accord de lock-up sur la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance du rapport officiel sur l'emploi pour le mois de septembre aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nourane Charer est avec nous ce soir, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nourane. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Louis Defels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion et Vincent Lequertier à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Les taux longs, c'est l'histoire qui nous anime depuis des jours et des semaines maintenant. L'envolée des taux longs qui se stabilise sur la séance du jour. Ça n'enlève rien aux questions qu'on se pose et qu'on peut continuer de se poser sur l'origine de ce mouvement, donc sur les parties longues de courbes obligataires. 2022, c'était l'histoire des taux courts, des taux directeurs des banques centrales. Là, c'est vraiment l'histoire des parties longues de courbes. Comment vous expliquez ce mouvement? On a essoré beaucoup d'explications déjà. Quelles sont celles que vous retenez? On est dans des équilibres un peu multiples du point de vue des marchés obligataires aujourd'hui. Je pense que pendant l'été, les marchés ont compris que la Fed garderait bel et bien son higher for longer. Alors le higher, je pense qu'on a fait le tour du problème. Ouais, c'est ça. Le longer, là par contre, le marché a enfin compris que sur la partie longue de la courbe, il fallait ajuster les prévisions. On a eu quand même une dégradation de la notation américaine aussi, ça a pu jouer marginalement. On a le pétrole qui a pris 30%, ça aide pas pour la psychologie sur la dynamique d'inflation et donc les risques de longer. Oui, d'accord. Je pense que le vrai sujet, en fait, c'est plutôt un sujet de flux.
C'est-à-dire qu'on a un quantitative tightening qui s'opère de la part de la Fed, qui passe de 9 000 milliards à 8 000 milliards de dollars son bilan, ce qui veut dire que ça pèse en priorité sur la partie longue des obligations d'État américaines. Donc là, je pense que ça a clairement expliqué une partie de la chose. Du fait des tensions avec la Chine, on a quand même, de mémoire, c'est 300 milliards de dollars de retrait d'investissements chinois sur les obligations américaines depuis 2 ans. Donc ça finit par se sentir. Les Japonais réduisent aussi un petit peu leur exposition, notamment probablement pour pouvoir soit investir un tout petit peu sur leurs propres obligations, soit surtout pour défendre leur devise. L'Arabie Saoudite, elle aussi, a commencé à réduire son exposition. On avait en début d'année un petit problème entre démocrates et républicains qui a reporté dans le temps un certain nombre d'émissions obligataires et du coup il y avait 1 000 milliards de dollars à émettre sur la deuxième partie de l'année un peu en urgence. Donc je pense qu'en fait tout ce calendrier entre beaucoup d'émissions et beaucoup moins d'acheteurs en face a logiquement joué sur la dynamique des marchés. Comme en plus les hedge funds ne sont pas complètement sourds, aveugles, ils en ont profité. Donc ils ont mis un certain nombre de positions short qui sont à l'évidence très gagnantes. Beaucoup d'investisseurs traditionnels s'étaient, je pense, repositionnés sur les niveaux de 4% sur les taux américains et on est aujourd'hui quasiment à 5%. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu des stop-loss sur ce sujet pendant l'été. Donc voilà, toute une dynamique un peu auto-entretenue de flux. Donc je ne pense pas que ça soit forcément une remise en cause drastique du scénario d'inflation ou de croissance l'année prochaine. On essaie de faire dire toujours beaucoup de choses au marché obligataire, on extrapole des scénarios pour la suite. Alors tout se mélange un petit peu effectivement, mais l'histoire des flux, c'est quelque chose Je pense que c'est des squeezes de flux. Qui compte. La question étant, comment ça s'arrête ? C'est-à-dire s'il n'y a plus les acheteurs historiques, les acheteurs contraints, effectivement, qui ont beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui à intervenir et acheter de la dette américaine. Ça veut dire qu'il reste des acheteurs qui sont des acheteurs non contraints, libres d'acheter ou non, justement, des obligations longues du Trésor aux États-Unis. Barclays, aujourd'hui, nous dit la seule manière de ramener ces investisseurs vers des treasuries long terme américains, c'est un crash sur les marchés actions. Non, moi je pense qu'il suffit que la Fed infléchisse son discours. Si la Fed infléchit son discours en termes de politique monétaire, ça veut dire que les marchés par eux-mêmes, sans même que la Fed agisse réellement, mais ça veut dire que les marchés par eux-mêmes vont se repositionner sur les obligations et notamment sur les obligations de durée longue. Et pour quelle raison la Fed infléchirait aujourd'hui son discours ? Elle peut l'infléchir à un moment. Si elle a peur qu'il y ait un crack, si elle a peur d'un crack, d'un crack obligataire, elle intervient au préalable en disant « Finalement, je me suis un tout petit peu trompé sur mes estimations de croissance économique. Elles étaient un tout petit peu trop ambitieuses. Et en fait, la croissance l'année prochaine, elle sera moindre. Donc, vous pouvez quand même espérer bientôt avoir une inflexion de politique monétaire de ma part. » Ou j'ai peut-être une vision sur l'inflation qui est un peu trop agressive encore à ce stade. Et en fait, la pression sur l'immobilier, elle est telle que ça va se voir sur les prochaines statistiques. Donc, vous pouvez quand même commencer à rentrer dans la perspective d'une inflexion. Mais ça, c'est pour quand, Vincent ? Parce que l'intervalle de temps sur les marchés, ça peut compter quand même. Quand on est dans cette dynamique de flux avec un espèce de mouvement un peu bulldozer de correction des parties longues obligataires, si la Fed nous dit ça, mais dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe entre-temps, quoi ? On a vu avec le choc bancaire qu'elle est capable de réagir super vite et notamment refaire du quantitative easing si c'est nécessaire. Autrement dit... Pour l'arrêter aussi vite que l'incident est réglé. Si elle pense... Peut-être, mais si elle pense qu'il y a un risque important d'instabilité financière et notamment sur le financement de l'État américain, ce qui est quand même un vrai sujet, je pense qu'elle est capable de refaire ce qu'elle a fait au printemps, c'est-à-dire de refaire un accident. C'est ça le court-circuit. Il faut avoir un incident. Il faut avoir un incident ou avoir très peur d'un incident. En termes de flux,
Simplement pour compléter un tout petit peu mon explication tout à l'heure, les hedge funds ont pour la plupart une échéance fiscale à fin novembre. Il est donc très probable qu'ils aient tendance à réduire leurs expositions à cette échéance. Il faut un peu de temps, donc il est probable quand même qu'il y ait une moindre pression de leur part, surtout qu'ils ont très bien gagné sur cette pause. Il est assez logique qu'ils prennent des bénéfices et qu'ils réduisent cette C'est loin, mi-novembre. Hein. Non, mais vu la course qu'on a vue sur les taux en 15 jours, 3 semaines, sans parler du mouvement tout au long de l'été, mi-novembre, ça peut être loin encore. Oui, non mais... Nourane, sur cette question de taux, et bon, tout est fonction des taux en ce moment sur les marchés, à commencer par les indices actions. Comment vous regardez la situation Effectivement, beaucoup se creusent la tête pour essayer de comprendre pourquoi les taux longs, les taux réels continuent de monter, alors même que la Fed, mi-septembre, nous dit à peu près explicitement que ça y est, pourquoi pas une dernière s'il faut, mais que dans l'absolu, on est au bon niveau de taux directeur aujourd'hui aux États-Unis. Alors c'est vrai que le mouvement est très violent, c'est ce que vous disiez au préalable. Donc c'est-à-dire qu'on est passé globalement, quand on regarde notamment sur 2 ans, il est extrêmement violent. Cette année, il est important. C'est-à-dire qu'on est cette année, les taux longs, en fait, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a gagné 100 points de base. On a atteint 5% aux États-Unis, donc on est retombé sur les niveaux de 2007. Et en Europe, on est à peu près à 3,5. On est retombé sur les niveaux de 2011. Cette extrême rapidité de hausse des taux, en fait, elle était facilement explicable ou justifiable en 2022, parce qu'on était sur un resserrement monétaire très fort, cette hausse de taux aux États-Unis et en Europe. Cette année, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est quand même, on sent bien, même si on attend peut-être une hausse de taux encore supplémentaire aux États-Unis, on est quand même à la fin de cette politique de resserrement monétaire. L'histoire de 2023, c'est la désinflation, quand voilà, même. Donc effectivement, il y a d'où vient cette hausse des taux. Donc, comme le disait Vincent, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait, il y a une dynamique de flux. Et la dynamique de flux, c'est quoi ? On a un déséquilibre offre-demande sur le marché obligataire. On a une demande qui est beaucoup plus faible et on a une offre qui est plus forte parce qu'on a des besoins de refinancement, notamment aux États-Unis, qui sont forts. Et la demande, elle est faible parce qu'on a un acteur en moins, un acheteur en moins, voire un vendeur supplémentaire qui sont la Fed, qui sont les banques centrales, avec le quantitative tightening, donc la réduction du bilan. L'autre élément sur la demande, c'est l'attractivité de la partie longue sur les taux. Effectivement, qui est-ce qui va aller acheter, et c'est ce que vous disiez Grégoire, qui est-ce qui va aller acheter des taux à 10 ans à 5%, alors qu'en fait, sur du court terme, on est rémunéré à 4,5-5%. Donc plusieurs remarques par rapport à ça. La première, c'est que effectivement, on peut s'alarmer en fait de cette rapidité des taux, mais pas forcément des niveaux de taux. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de taux, si on regarde les taux réels justement, on est sur des taux réels donc positifs autour de 2%, et on est revenu sur les niveaux de 2007, qui sont, je dirais, cohérents aujourd'hui avec un environnement économique, une croissance économique à 2 et des anticipations d'inflation entre 2,5 et 3%. Donc en fait, ce niveau, il n'est pas aberrant, il est cohérent. Il y a un rationnel derrière ce taux réel à 2% plus aux États-Unis. Et on en a besoin pour financer en fait ces politiques budgétaires. Il faut retrouver des rendements attractifs sur la partie longue. La deuxième remarque que je pourrais faire, c'est que quand on regarde en fait cette pontification ou cette remontée des taux qu'on a eu plus récemment, si on regarde ce qui s'est passé sur les spreads de crédit, on n'a pas eu d'écartement de spread de crédit. Donc ça veut dire que le resserrement des conditions financières ne crée pas de stress sur les taux de défaut des entreprises, parce que le marché achète plutôt en fait un scénario de soft landing. Si on a un scénario de hard landing, là dans ces cas-là, on a effectivement des spreads de crédit qui s'écartent fortement. Donc ça, c'est les 2 premières remarques qu'on peut faire. Après, quid des conséquences de cette hausse des taux sur les marchés. Donc il y a 2 niveaux de conséquences qu'on doit analyser. Il y a le niveau court terme sur la sphère financière et il y a le niveau à plus long terme sur la sphère réelle, sur l'économie réelle. Sur la sphère financière, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a des réels impacts. On a vu des vrais impacts sur la crise bancaire aux États-Unis. On a eu les problématiques sur les fonds de pension au UK.
On sort d'un krach obligataire majeur, etc. Donc en fait, Enfin, on en sort, j'en sais rien. Hein. on en sort. Non, mais En 2022, c'est toute la question, parce que par rapport à SVB, je sais pas, les taux, ils sont peut-être 100 ou 150 points de base plus haut, et bon, Mais donc on a eu à 4%, ça faisait craquer SVB, et là, on est à non, on a eu 4,75, mais on 5. n'a pas eu de crack. Pourquoi? Non, mais SVB a craqué, il y a eu un SVB, incident. je parle pas Ce que je veux de- dire, c'est bien sûr. qu'on avait des boîtes qui craquaient, enfin, une banque qui craquait, en l'occurrence, à 4% de taux long américain. Là, on Très- est à 4,75. Très bien. Est-ce que ça a été systémique? Non. Non. Donc en fait, pourquoi? Et en fait, tous Donc, ces ça rassure, éléments-là, bien sûr. Mais pourquoi? Et donc, pour c'est le pas marché, systémique ça permet de se dire que les taux peuvent continuer de monter. En tout cas, dans un environnement de croissance économique tel qu'on l'a, de résilience de la croissance économique aux États-Unis, déjà une inversion de la courbe n'était pas normale. Donc en fait, il faut de toute façon, là aujourd'hui, on a quasiment une courbe plate. Ouais. Donc il va falloir qu'on repentifie. Donc là, Vincent le disait, pense qu'on peut repentifier par une baisse des taux courts. Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'aller chercher, en fait, une hausse des trop longs. Mais il faut retrouver une certaine normalisation sur les taux. Et une normalisation sur les taux se fait souvent avec des niveaux de volatilité un peu plus Ouais, je comprends. mais c'est passager. Et je dirais que ces craintes, en fait, sur l'environnement économique, j'ai dit sur la sphère financière et sur l'économie réelle, on est en ralentissement économique. Donc, Oui. en fait, la hausse On va des passer taux... sous le potentiel en termes de dynamique de croissance aux États-Unis l'an prochain. Oui, mais on reste, en fait, sur des niveaux Oui. de croissance de Oui, oui, oui. 1%. Oui, c'est ça. C'est pas la récession, c'est ce que je dis, c'est pas sous la- le potentiel, c'est sous tout. le potentiel. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas, je pense que c'est vrai que l'ampleur inquiète beaucoup. Les niveaux ne devraient pas alarmer. Et Bon. ne devraient pas... Vos commentaires, vos réactions, Louis? C'est vrai que c'est assez. Moi, je suis assez très en ligne avec tout ce que vous dites, mais ce qui est assez intéressant, c'est le temps, comme vous dites très justement, parce que qu'est-ce qui a provoqué cette hausse de taux? Vous en avez parlé, en effet, les flux, tout ce qu'on a pu voir, mais c'est surtout, rappelez-vous, au mois de juillet, on parlait de soft landing aux États-Unis. Et là, on est en train de parler de no landing. C'est pour ça que finalement, l'été 3 va être très bon, en tout cas aux États-Unis, boosté par des effets de change, alors que nous, en Europe, ça va être plutôt l'inverse. Mais ça y est, c'est arrivé. En plus, vous avez ressorti tous les mécaniques de flux dont vous avez parlé tous les deux juste avant. Et c'est vrai que le marché s'est mis totalement à être emballé, plus tous les gens qui ont des value at risk, qui sont obligés de shorter de la duration, plus ça arrive. Voilà. Nous, on continue de penser que c'est vrai que je pense que personne n'avait vu cet emballement. Mais on espère, en tout cas on pense, peut-être un wishful thinking, que ça devrait se terminer peut-être avant la fin de l'année, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est pas soutenable. C'est vrai que les taux réels, on en a parlé, ils ont dépassé les deux. On a même à 2,2, 2,3. Donc avec une croissance l'année prochaine entre 0 et 1% aux États-Unis. Ça match un peu moins bien, quoi. Ça match quand même beaucoup moins bien. Donc, clairement, ça y est, on a repricé le T3, on a repassé tous les flux, ce qu'on a dit. Et maintenant, quand même, ce qui était assez dingue, c'est que le chiffre des inflations, donc du core CPI qui est sorti la semaine dernière, ça fait ni chaud ni froid. Il a quand même fortement chuté, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et là, tout le monde s'en fiche d'un coup. Donc, il y a ça. Il y a quand même un net ralentissement économique à venir au 4e trimestre et au 1er trimestre l'année prochaine. Je vous rappelle, il va falloir rembourser les crédits. Il y a l'impact du pétrole, même s'il a perdu 10%, ça va coûter cher. Il y a le shutdown, il y a les grèves, etc. La fin de l'excès d'épargne est derrière nous. Le T4, ça va être un net ralentissement aux US. Plus un T1 qui va être comme ça, on peut se dire, naturellement, les taux longs devraient arrêter de s'emballement, plus l'effet des hedge funds, ce que vous avez dit. Donc voilà, je pense qu'on s'est tous un peu brûlé les doigts en achetant des taux longs. Je dis pas qu'il faut tout de suite acheter ça, parce que voilà, on a vu tous les plus grands parler de 5%. Mais Et j'espère. vous dites à un moment, les fondamentaux macro, la Vont dynamique reprendre le macro, ouais, c'est ça, va ramener quand même un peu de calme et d'intérêt peut-être pour ce marché obligataire, qui est pour des questions de flux, de positionnement, aujourd'hui un peu déconnecté de ce qu'on voit venir pour la croissance américaine. On le voit de toute façon, c'est les taux réels américains qui décident tous en Europe. Et clairement, il y a un moment, c'est plus soutenable avec des taux réels aussi élevés. C'est vrai qu'il devrait avoir un impact très fort sur le PE des marchés. Ça a commencé, mais le mal n'est pas encore fait. Donc après, le marché, soit il regarde en se disant les taux vont rebaisser en 2024, mais ça fait 6 mois qu'on fait ça et que ça fait 6 mois que le marché action se trompe. Le higher for longer, là, il a fait très mal. Ça a été réajusté. Donc maintenant, la question, c'est pendant combien de temps on va avoir ce contexte? Est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, voilà, combien de temps? Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je pense peut-être pas
besoin, c'est vrai que là, Jérôme Powell peut juste intervenir, peut-être dire une phrase pour calmer, ça pourrait aider. Je pense pas qu'il va refaire du QE tout de suite. C'est pas sûr que ça lui fasse très peur pour l'instant. Non, en fait, pour l'instant, ça lui fait pas peur. Pour l'instant, ça lui fait pas peur. S'il n'y a pas de SVB bis... S'il n'y a pas de SVB bis, parce que je vous rappelle, SVB avait collapsé avec 70 points de base de hausse de taux. Là, depuis SVB, comme vous dites, on est entre 100 et 150 de plus. Donc, donc à tous les coups, il y a peut-être plein de petits SVB. Voilà, c'est la question, oui, non, effectivement. Oui, mais à la limite, le marché est rassuré parce qu'on sait que la Fed intervient très rapidement pour sauver ce qu'il faut et mettre la liquidité. Donc voilà, donc la question c'est, le marché se fait peur parce qu'il y a un no landing, on verra demain, donc vendredi, il y a les chiffres de l'inflation. Il y a le CPI la semaine prochaine, alors, et ensuite les banques centrales, toute fin octobre, début novembre, même pour la Réserve fédérale américaine, donc, pour la séquence. Donc on va voir si le bad news devient good news. Je parle pour les taux. Hier, c'est création d'emplois dans le secteur privé. On voit tout de suite que c'est un peu en dessous. On crée encore 90 000 emplois, 89 000. Ça a participé visiblement à atténuer un petit peu la pression sur les taux. Ouais, non, mais clairement, donc c'est là, en fait, la vraie difficulté, c'est là en ce moment, c'est crack obligataire. Jusqu'à quand? C'est la chute des PE, forcément, parce que plus les taux réels montent, votre PE mécaniquement sur les marchés actions baisse. La question, c'est jusqu'à quand? Voilà, ça c'est la question à 500 000. Mais il y a un moment, voilà, il va falloir s'y remettre. Donc, petit à petit, restons prudents, mais il ne faut pas être trop alarmiste non plus, parce que voilà, soit la Fed peut intervenir, dire quelque chose. Voilà, peut-être tout le monde a les fameux 5% en ligne de mire. Est-ce qu'on va les toucher? Peut-être qu'on ça s'arrêtera avant. On verra. Marché envie de voir 5%, bon, on verra. Non, mais je regardais, vous avez vu les données compilées, Bloomberg, par rapport au pic... au pic du marché obligataire mars 2020, donc les taux étaient au plus bas. Le 10 ans américain, l'obligation du Trésor américain à 10 ans, depuis mars 2020, a perdu 46%. La baisse des actions pour l'éclatement de la bulle financière, c'était 49%. C'est-à-dire le crack obligataire peut faire aussi mal qu'un crack action, comme on l'a vécu, et y compris pendant la grande crise financière. Mais je pense que le sujet aujourd'hui, il n'est pas de savoir si ça va avoir un impact sur les actions, ça va avoir un impact sur le cash. Aujourd'hui, l'arbitrage qui est fait par les particuliers ou par les institutionnels, c'est de vendre des obligations et le placer sur du monétaire. L'année prochaine, si les choses se passent logiquement, c'est-à-dire si on commence à avoir un peu de détente ou de perspective de détente des politiques monétaires, l'arbitrage il se refera dans l'autre sens. Donc c'est pas forcément les actions qui seront pénalisées. Le sujet, pour moi, il n'est pas là. Le sujet, c'est le monétaire qui va être pénalisé. Donc la question du... Il y a une bulle sur le monétaire, là, qui est en train de se former. Moi, ce que je vois, c'est que le high yield se tient globalement très bien. Ouais. Et que les actions, elles corrigent, mais elles corrigent par un phénomène de valorisation, c'est-à-dire le taux d'intérêt qu'on utilise au dénominateur du système d'actualisation. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'inquiétude particulière sur la croissance l'année prochaine. Je ne vois pas de profit warning en masse avant les publications. Donc, ça sous-entend qu'a priori, ça devrait bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des discours prudents pour l'année prochaine. Mais a priori, on ne devrait pas avoir une masse de profit warning sur cette série de publications. Moi, je trouve que le contexte, c'est avant tout une problématique entre obligataire et monétaire, et pas entre obligataire et action. Donc je pense qu'en fait, on a tort de trop s'inquiéter du risque d'affectation, de pénaliser le marché des actions. Je pense que c'est le monétaire qui va souffrir le jour où on re-rentrera sur une perspective de baisse de taux. Mais vous n'arrivez pas à être plus inquiet que ça pour les marchés actions aujourd'hui, Vincent? Parce que l'univers d'investissement est vaste aujourd'hui. On peut avoir un choc comme on en a assez régulièrement. Si c'est le cas, pour moi, ça sera clairement une opportunité. D'accord. Alors ça, pour moi, il y aura vraiment pas photo. Parce qu'on est dans un contexte d'investissement récurrent sur les prochaines années, sur la défense, la santé, le numérique, la transition énergétique, etc. Oui. Donc tout ça, c'est des États, tout ça, c'est des entreprises qui vont investir. Ouais. Et la consommation, vous avez des ménages qui ont des employés, des salariés qui ont un rapport de force meilleur, et des vieux, puisqu'on est dans une phase démographique vieillissante, des vieux qui globalement ont un pouvoir d'achat
d'achat qui est consistant. Donc vous avez un investissement solide, une consommation solide en perspective. Avec ça, je ne vois pas pourquoi il faudrait paniquer sur les actions. Si vous avez une baisse, c'est une opportunité. Sur le cas action, Nourane, comment alors vous constatez cette résilience? Qu'est-ce qu'il explique? Et puis du point de vue des fondamentaux, c'est vrai que bon, c'est plus trop comment, enfin, avec les taux qui n'arrêtent pas de bouger, compliqué de valoriser là, à l'instant T les marchés actions, mais les résultats arrivent. C'est-à-dire, on va avoir les nouveaux BPA, les bénéfices par action, les actualisations de guidance, de perspectives. Donc, on va pouvoir remettre un peu de valo, enfin des valorisations crédibles, sérieuses là sur les marchés actions. Vous parlez de résilience des marchés actions. Je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que les marchés actions sont résilients, complaisants, etc. Et en fait, pour répondre à cette question, je ne suis pas sûre que les marchés actions soient si résilients que ça. Pour répondre à cette question, il faut regarder les fondamentaux. On ne fait pas d'analyse technique, on regarde les fondamentaux. Si on regarde la croissance des BPA depuis 2019, sur le marché européen ou sur le marché américain, on est en hausse de 35%. Qu'est-ce qui s'est passé sur les cours de bourse? Sur les cours de bourse. Ouais. Les indices actions en Europe depuis 2019 ont progressé de 20%. C'est ça qu'on appelle certaines résiliences. Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on a bien... En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une décote de valorisation sur les marchés. C'est qu'on a des performances boursières en deçà des croissances bénéficiaires. Intéressant. Donc, de prendre 2019 comme, je trouve, comme point de référence. C'est suffisant, et on a des mouvements de hausse, de baisse, d'exagération dans les deux sens qui nous permet de renormaliser la situation. Donc ces déséquilibres-là, je dirais que ces mouvements de hausse des taux qu'on a vus, etc., a freiné la performance boursière sur les marchés européens par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Alors effectivement, aux États-Unis, croissance des BPA de 35% et on a une croissance des marchés de 50%. Donc là, effectivement, aux États-Unis, on a créé une prime. Aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que globalement cette prime est justifiée et quid des croissances futures. Alors on justifie toujours assez bien les choses a posteriori, mais quand on voit la résilience du marché, de la dynamique, de la croissance américaine, du marché, pas du marché américain, de la croissance américaine, je pense que dans cet environnement de ralentissement de croissance mondiale, ça mérite effectivement une prime. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui est-ce qui est en train de financer ou de la croissance future. Les seuls qui sont en train de préparer, ou en tout cas, c'est sur la table, avec les politiques de relance budgétaire qui sont quand même colossales aux États-Unis, en fait, on est en train de... Et d'ailleurs, on le voit dans les résultats des sociétés, on est en train d'acheter, en fait, une croissance où, en fait, ça fait longtemps qu'on se demande comment les États-Unis vont relancer un peu leur croissance. En faisant 10% de déficit. En faisant 6% de déficit. Ouais. Mais ce ne sera plus un problème. Si jamais ils réussissent... Non, mais aujourd'hui, c'est un problème. S'il y a de la croissance, un instant T. Mais s'ils réussissent leur pari de désinflation sans rien sacrifier, ni la croissance, ni l'emploi, dans ces cas-là, ils peuvent faire du déficit. De toute façon, avec leur politique fiscale accommodante de nearshoring, offshoring, reshoring, etc., peu importe le terme, dans ces cas-là, vous allez avoir une balance commerciale qui va se rééquilibrer et en fait, on aura des solutions sur le déficit. Alors, ça paraît très simple, c'est des mouvements qui sont quand même longs, mais quand on voit effectivement ce qui est mis sur la table aujourd'hui, je pense que les États-Unis, dans l'environnement économique mondial, est en train de regagner en compétitivité. Vous voyez plutôt le côté pro-croissance, quoi. Le côté déficit, dette, trajectoire des finances publiques américaines, en fait, ça vous inquiète pas? Ça devient presque une place investissable sur le plan même fiscal pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, alors que ça fait quand même des années où les politiques fiscales ne sont pas vraiment accommodantes pour les entreprises, là, effectivement, je veux dire, on voit bien tous ces retours, en fait, sur le sol américain, qui est pour moi effectivement très encourageant. Bon, je sais pas, question des déficits, de la dette, si ça vous intéresse, Louis, et puis les marchés actions, surtout, et avec la perspective des résultats qui approchent, là. Non, sur le marché actions, c'est vrai que je suis assez en ligne avec ce que dit Vincent, il ne faut pas non plus être alarmiste. Là, clairement, la baisse des marchés, c'est clairement sur le repricing des taux, c'est le higher for longer. On l'avait déjà eu en 2022. Là, ça continue dans un contexte qui ralentit économiquement. On verra avec la publication du T3, donc ça devrait être encore bon, mais attention quand même aux impacts du Forex. Mais c'est vrai que là, pour la première fois depuis quelques semaines, on voit des révisions à la baisse des bénéfices par action. C'était pas arrivé, rappelez-vous, après la publication du T1, il y avait même eu des révisions à la hausse, bien aidées notamment par les matières premières avec le pétrole. Mais là,
ça risque de craquer. Après, les attentes ne sont pas super élevées. Pour 2024, on attend 4 à 6% de croissance de bénéfices par action pour l'année prochaine, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, donc ce n'est pas non plus très élevé. Et c'est vrai que la croissance potentielle ne sera pas énorme, mais on peut, la productivité devrait être bien. On a vu que la productivité était très motée. Aux États-Unis, ouais. Voilà, donc il y a quand même des éléments Dites, assez si on arrive à positifs. éviter le scénario macro de cassure, c'est un environnement qui peut permettre aux entreprises d'opérer de manière profitable. On ne pense pas qu'il y aura un hard landing, parce que la désinflation est en personne place. l'espère. Il y a quand même un choc de consommation qui est assez positif, avec des croissances réelles des salaires qui arrivent. En même moment, vous avez la désinflation qui est un peu partout. Il y a des stabilisateurs. Donc c'est vrai qu'il y aura moins de relance budgétaire. Il y en aura aux US, mais pas en Europe. C'est vrai que c'est un peu fini, en tout cas en France, les chèques cadeaux. On est obligé d'avoir dans un coin de notre tête l'idée qu'un accident est toujours possible et qu'à ces niveaux de taux, avec la violence du mouvement, que des générations n'ont jamais vécu ça peut toujours... Mais si on évite ce scénario-là, même une croissance molle, ça permet de... Mais de toute façon, en fait, on le dit assez souvent, c'est que le problème, c'est que le marché action est totalement en trompe-l'œil, que ce soit aux États-Unis, en Europe, sur les méga caps. Aux États-Unis, ça a été boosté par l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que si vous retirez ces valeurs, c'est une catastrophe. Je ne vous parle pas que des small caps. Vous prenez le S&P Equal Weight, il est négatif. Vous prenez le Russell 2000 ou le CAC Small en France, ils sont négatifs aussi pour la deuxième année consécutive. C'est une bonne manière de dire qu'il n'y a pas d'euphorie sur les marchés. Là, c'est clairement... Vous prenez le CAC Small, donc l'indice, après il y a différents indices, il a fait moins 24, ou quasiment moins 20 l'année dernière. Depuis fin juillet, il a corrigé de 20%. Donc clairement, crise de liquidité, tout était entraîné avec l'eau du bain. Et c'est vrai, parce que souvent, les small caps, on dit souvent à tort, c'est à la fois vrai ou pas, qu'elles sont plus endettées que les large caps. Donc certaines, oui, souvent les sociétés les plus cycliques. C'est vrai, aujourd'hui, vous prenez des sociétés comme Maison du Monde ou SMCP, Sandro, Mage, Crédit Perriot, qui sont assez endettées, c'est des moins 15 quasiment tous les jours, parce que les gens ont extrêmement peur des dettes. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mur de dette qui est à refinancer. Il y a beaucoup de sociétés dont les frais financiers vont être multipliés pas par 2, mais par 3 ou par 4. Donc ça aura un énorme impact sur les bénéfices par action en 2024. Donc avant, vous dites, même si mon EBITDA monte, vos bénéfices par action peuvent baisser. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses à faire sur le marché action. Tout a été envoyé avec l'eau du bain. Même une société qu'on aime beaucoup chez nous, chez Glusec Gestion, comme Neurone ou Infotel, ce sont des sociétés qui ont plus d'un tiers de leur market cap en cash. Et on l'a quand même déjà vu, l'impact positif sur le résultat net. C'est une société qui a, on va dire, augmenté son résultat au S1 de 8%, on va dire son EBITDA de 8%, mais son résultat net, c'était tout de suite 12%, parce qu'il y a eu l'impact des frais financiers positifs. Donc, il ne faut pas oublier que même pour le consommateur, c'est positif. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la remontée des taux réels a été cauchemardesque pour le marché action. Tout a été massacré sur les small. Donc la question, c'est un peu comme les taux longs, quand est-ce qu'on les rachète ? Est-ce qu'on achète le couteau qui tombe ? Là, je ne sais pas si vous regardez, mais vous regardez vraiment le graphique du CAC Small, c'est vraiment le truc qui tombe, il n'y a aucun support. On revient sur les niveaux de 2015, donc tout à l'heure, quand on parlait de 2019, avec les bénéfices par action qui ont monté, c'est du jamais vu. Là, je pense que les small caps se payent à 15-20% de décote par rapport au large, sachant qu'il n'y a pas de secteur deep value dans les small caps. Vous savez, on n'a pas de bancaire, pas d'orange qui se paye rien du tout. Voilà, donc aujourd'hui, c'est massacré. La question... Je pense qu'elle est totalement la même que quand on avait dit en début d'émission. C'est simple, c'est tant qu'il y a l'emballement sur les taux, il ne faut pas toucher. Mais dès que ça va stabiliser sur les taux réels et que ça va se calmer, là, on va avoir des points d'entrée juste sublimes. Je suis marqué, effectivement. Alors déjà, non mais en Europe et en France notamment, j'ai du mal à comprendre que ça puisse encore baisser sur les small. Ça fait des années avec vous, Louis, avec d'autres, qu'on raconte que ça y est, c'est déserté, que tous ceux qui ont voulu vendre ont déjà vendu depuis des années, depuis 2018 peut-être pour les small caps françaises. C'est compliqué. Ce serait difficile. Je parle et là, ça arrivait aussi en Italie, ce que vous avez vu. C'est peut-être pour ça que l'Italie s'est fait massacrer aussi, vous avez vu, on approchait les 5% sur le taux 10 ans italien. Ça m'a étonné qu'on n'ait pas de nouveau reparlé du spread. Vous savez, si, on a reparlé un peu, 200. Italie, 200 points de base. Et comme par magie, dès qu'on a touché les 200 points de base, ça s'est resserré derrière. Donc voilà, pareil, l'Italie s'est fait massacrer. Et voilà, donc nous c'est des choses il y aura des choses à faire, on regarde de près. Sur les small, comme on vous expliquait, alors ce que décrit Louis, c'est pour le territoire européen français, mais aux États-Unis, alors que le Russell avait quand même fait une bonne première partie d'année, si je ne dis pas de bêtises, Vincent.
il y a eu gros coup de mou au cours de l'été, quoi. Ouais, Alors qu'on parle de la croissance américaine, et donc on se dit, Russell, c'est vraiment les boîtes qui sont les plus directement branchées à la dynamique du consommateur et de l'investissement. Et on en a fait en juillet pour ça. Pour ça. Nous, notre idée, en fait, c'est qu'il va y avoir un tassement d'activité sur les services. Ça, c'est simplement la suite du Covid. On est sur la phase un peu finale. Ça va se calmer. Par contre, on est convaincu qu'il y a une reprise manufacturière à venir. Qu'on a eu un phénomène de stockage, Covid d'abord, puis la flambée du pétrole qui a poussé les entreprises à stocker. 2023, année de déstockage, et pour nous, il va y avoir une année de restockage, de réactivité normale. Ensuite, vous avez tous les plans de reshoring, onshoring, etc., tout ce qu'on veut. Chips Act, voilà. IRA, Donc pour nous, il est clair que le manufacturier américain, il va se réveiller, et c'est quelque chose de probablement de durable. C'est-à-dire que c'est une question de sécurité nationale pour aller un peu au bout du sujet. C'est donc Bidenomics, quoi. Donc c'est quelque chose qui pour nous va durer en termes budgétaires. Je pense que les États-Unis vont maintenir ça, et il ne faut pas percevoir les déficits budgétaires comme étant une dette insupportable. C'est de l'investissement qu'ils sont en train de faire. Ça n'est pas un bouclier énergétique comme on en fait en France. Ça n'est pas une protection sociale. C'est bel et bien de l'investissement qu'ils sont en train de faire. Donc, il y aura un retour sur investissement. En plus de crédit d'impôt. Très intéressant dans la manière de faire. C'est-à-dire que les boîtes arrivent avec des projets et vous avez droit à un crédit d'impôt. C'est pas de la subvention, c'est pas free money, quoi. Et j'ai un actif physique derrière. Je suis pas comme en France où je finance en réalité la consommation des ménages, c'est-à-dire l'achat de jouets chinois. Je caricature à l'extrême, mais je vais avoir au bout du compte un actif sur mon territoire que je possède et qui va tourner et qui va générer derrière des flux. Donc pour moi, c'est bel et bien un investissement ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est quelque chose de durable. Et pourquoi ça ne se voit pas dans les marchés actions, comme dit Louis, en enlevant les 7 magnifiques, pourquoi ça ne se voit pas dans le reste de la cote? Je pense qu'il faut du temps, et qu'aujourd'hui, la préoccupation du marché, le focus, il est sur les taux. Le jour où on aura oublié cette partie-là, je pense qu'on reviendra aux fondamentaux sur la croissance. Nourane? Moi, je pense que ça se voit quand même. En fait, on le voit déjà. Déjà, on le voit sur les chiffres, quand on regarde le chiffre du PIB, le dernier chiffre du PIB qui est tombé, si vous regardez les niveaux d'investissement, la bonne surprise... Ah non, mais dans les agrégats, non, mais bien sûr. Dans les agrégats. Oui, mais boursièrement parlant, à part les 7 magnifiques, le S&P Equal Weight est à plat, quoi. Oui, c'est vrai, mais quand vous enlevez, en fait, on enlève toujours certains segments de marché, donc on peut enlever les bancaires, on peut enlever l'énergie, on peut enlever la tech, on aura effectivement, c'est vrai. Mais quand vous regardez les résultats des entreprises cycliques et la solidité du carnet de commandes, je ne parle pas d'Alstom. Mais on va en parler. Non, mais il y a plein de sociétés européennes qui sont d'ailleurs exposées fortement au marché américain, qui ont effectivement exposé des résultats très solides avec des carnets de commandes en hausse. Donc on commence à le voir. Et il y a des sociétés aux États-Unis sur la partie industrielle. Honnêtement, quand vous regardez les résultats, c'est pas du tout cohérent avec un ralentissement économique. Pourquoi ? Parce qu'on a ces plans budgétaires qui soutiennent la croissance bénéficiaire, qui soutiennent la croissance de chiffre d'affaires de ces sociétés-là. Donc en fait, on le voit sur certain stock picking, sur certaines valeurs. Vous l'avez en fait. D'accord. Vous l'avez largement. Ce qui explique aussi, c'est qu'on a vu sur la publication du S1, depuis que les taux ont remonté, rappelez-vous, avant, le BFR, on s'en fichait un peu, on était payé après. Maintenant que les taux se rapportent, la plupart des sociétés ont eu un BFR qui est parti un peu dans le décor sur le premier semestre. Et si, de surcroît, vous aviez investi, vous étiez massacré en bourse. J'ai un exemple d'une ESN italienne qui s'appelle Digital Value, qui a des projets d'infrastructure, donc elle investit souvent, elle doit se faire des capex pour sa croissance future, donc un peu comme on parlait tout à l'heure. Donc là, elles étaient cash net à cause de ça, donc ils sont repassés donc dette nette positive. Le titre a perdu 30% en ligne droite, alors que c'est pour la croissance future. Donc comme on dit tout à l'heure, tout est lié au taux. Aujourd'hui, il suffit que votre dette parte un peu dans le décor, les marchés sont massacrés, ça vaut les massacres. Et c'est pour ça qu'on peut faire peut-être la fameuse transition que vous vouliez sur Alstom, donc qui pour chez nous n'est pas une surprise, parce qu'aujourd'hui,
c'est vrai qu'il y a trop de gens qui disent Alstom, c'est super beau, il y a 50 carnets de commandes, c'est magnifique, c'est dans le rail. Mais le problème, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux d'une société. Vous avez le P&L, donc le tableau, le compte de résultat, le bilan, mais surtout le tableau de flux. Et le problème, c'est que des sociétés comme Alstom, comme Atos, que beaucoup de gens adorent, c'est des sociétés qui ne gèrent pas de cash, qui n'ont pas généré de free cash flow. Donc une fois que c'est ajusté des investissements, il n'y a pas de création de valeur. Donc c'est entièrement normal que ces valeurs-là se retrouvent où elles sont aujourd'hui. Qui m'avait dit le cash flow ne ment jamais? Ouais, je crois que c'est vous. Les gars. Non, mais je sais plus à quel sujet, c'est peut-être Atos. Ouais, non, c'est peut-être pour Atos, mais voilà, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Atos fait encore en plus bas. Ouais, mais c'est quand même la question que je me pose sur Alstom, parce que vous l'avez dit, positionné aujourd'hui, c'est ferroviaire. Alors, il y a eu Bombardier, effectivement, ça fait quelques années maintenant que ça traîne. Est-ce que c'est encore le sujet qui explique la mauvaise gestion de la trésorerie, du cash flow libre chez Alstom? Parce que face à ça, vous l'avez dit, 87 milliards d'euros de carnet de commandes, ils n'arrivent pas à suivre les cadences de production, donc il y a un problème industriel, sans doute, ou un problème de gestion, mais... Wow. Mais c'est le problème de, quelle perspective, de toutes ces sociétés qui ont des carnets de commandes longs. C'est comme dans la construction, et ça arrivé sur d'autres sociétés. C'est que vous avez pris énormément de commandes en 2019-2020, quand l'inflation était 0. Et aujourd'hui, vous avez dû livrer 2 ans, 3 ans après, et tous les prix ont explosé, sauf qu'il n'y a pas de renégociation de prix. Donc déjà, votre marge n'est pas énorme. C'est catastrophique dans l'exécution. C'est comme ça que des sociétés se sont retrouvées en faillite. C'est ce qui se passe sur certains promoteurs en ce moment immobiliers. Donc c'est là que si vous n'aviez pas de clause de réindexation sur l'inflation, vous êtes juste mort. Donc aujourd'hui, tout le monde dit souvent c'est génial d'avoir des carnets de commandes longs, mais le coût de l'exécution avec tous les coûts qui ont monté, mais limite, de temps en temps, mieux vaudrait juste arrêter les contrats, sauf que vous ne pouvez pas faire, ne pas livrer. Sauf que vous ne pouvez pas. Sur Alstom, je sais pas, cette histoire de... Moi, je trouve ça... je me demande d'ailleurs si Alstom est bien en bourse, quoi, parce que quand on a effectivement des horizons longs, des sujets de financement, est-ce que c'est... Moi, je pense que sur Alstom, c'est spécifique à Alstom. Ouais. C'est pas du tout spécifique à un secteur, et c'est vrai que, vous le disiez, c'est pas la première fois qu'ils alertent sur le cash flow et que ça se casse la figure. Alors là, c'est majeur quand même aujourd'hui. Le marché en a marre, visiblement. Enfin, c'est majeur. Ils ont déjà fait des warnings. Oui, mais le moins 30 du jour, c'est aussi majeur. Et quand on regarde, en fait, la vraie faiblesse d'Alstom, c'est son cash. Enfin, c'est le cash flow. C'est effectivement, il n'y a pas de création de valeur. Donc, à partir du moment où c'était sa faiblesse, et faiblesse de communication. Donc, problème d'exécution, problème d'anticipation, spécifique à Alstom. Donc, effectivement, nous non plus, on n'avait pas d'Alstom, heureusement, mais je pense que... Que vous allez en acheter? Non. Non, certainement pas. Non. Certainement pas. Après moins 30, ça vaut pas le coup non plus. Bon, 1 minute chacun, logique d'investissement nous, Vincent, on reste long sur les actions, priorité sur les États-Unis avec un biais techno persistant. On a fait de la rotation quand même vers les thématiques manufacturières. Donc on a remis à la fois du FTSE, du DAX et du Nikkei. Sur la partie devises, on s'est réexposé en début d'été sur le dollar, on a eu de la chance. On s'est réexposé désormais sur le yen, parce qu'on considère qu'il y a une barrière désormais qui est explicitée. 150, c'est stop. Qui est explicitée par les autorités, donc on n'a que de l'argent à gagner, entre guillemets, sur cette pause. Sur la partie obligataire, nous, on reste dans l'idée que l'Europe se portera moins bien que les États-Unis, ce qui veut dire qu'on est plutôt sur les obligations européennes et plutôt sur le court terme, en se disant qu'on aura une inflexion de politique monétaire l'année prochaine et que... C'est la BCE qui craquera plus vite que la Fed. Voilà, et qu'on prendra suffisamment sur la partie courte des obligations européennes. Matières premières, on garde une exposition diversifiée qui nous a aidés pendant l'été. Logique d'investissement ? Alors nous, on maintient notre scénario de début d'année où on a remonté le niveau d'exposition actions en janvier. Donc on reste effectivement long sur les actions. Ce qu'on a fait cet été, c'est qu'en fait, on a réorienté, on a allégé la partie sur les actions asiatiques, au profit des actions américaines. Donc allocation géographique plus agressive sur les actions américaines. Et en termes de stock picking, privilégier effectivement, bien évidemment, on dit toujours ça, mais les fondamentaux,
La qualité, Ouais, non, mais fondamentaux vous avez, solides, bien sûr. mais les niveaux de valorisation attractifs, des sociétés qui sont en Europe fortement exposées en fait aux États-Unis, parce qu'il y a la thématique, il y a une des thématiques qu'on a renforcée, qui est la thématique toutes les entreprises qui sont liées en fait à ces politiques de relance et qui vont bénéficier effectivement de ce regain de croissance. Donc c'est US, quoi, le thème. C'est US. Après, Oui. en Europe, Non, mais- quand vous regardez oui, mais le c'est, site géographique des oui, mais actions d'accord, mais- européennes, on est très US aussi. Oui, voilà, c'est ce que Donc, je dis. C'est même quand c'est en Europe, c'est pour voilà, être et exposé aux peut-être pour ça US. aussi, quoi. les smalls sont en général plus centrés sur marché national. Louis. Voilà, nous, chez Gay-Lussac Gestion, on pense que le mal est fait sur les small, mais on va éviter de dire quand ce sera le point bas. Mais clairement, on est un peu, on va dire, note plus, un peu comme disait Vincent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop risqué d'avoir zéro action. Ouais. Parce que voilà, il y a les méga caps qui ont tenu, mais en dessous, c'était le marasme. Et surtout, en gros, qu'est-ce qui a aidé, c'est que sur le troisième trimestre, c'était surtout les values avec la remontée des taux qui ont tenu. Et quasiment Total et BNP étaient quasiment plus haut, Orange, AXA, ou un petit peu moins depuis ces derniers jours. Donc il fallait que ces valeurs craquent un peu. Et c'est vrai que nous, on a un style très low vol chez nous, donc un peu qualité. C'est vrai que c'est un style qui avait plutôt sous-performé sur le troisième trimestre, parce qu'au contraire, il fallait plutôt être beaucoup plus de value. Et on pense que, voilà, nous, on pense que clairement, on en a parlé, ça ne va pas savoir quand le pic des taux va arriver. Ouais. Et à ce moment-là, le style un peu qualité, les Pernod Ricard, les Rémy Cointreau, et j'espère les small caps, voilà, pour 2024. Mais voilà, il y a des valeurs qui ont été injustement sanctionnées. On faisait le point ce matin avec l'analyse d'Odo sur Rémy Cointreau. Il disait c'est once in a life, quoi. Donc une fois dans une vie d'analyste. C'est vrai. Rémy Cointreau a moins de 20 fois le PE. C'est comme si vous aviez Hermès à moins de 20 fois le PE. Je pense que vous On l'a dites, jamais vu. Dans un an, on dirait putain, je suis trop con, j'aurais dû mettre all-in dessus. Voilà, donc il y a des valeurs de qualité. Attention à comme pas ça. avoir de regrets, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Peut-être Donc là, que dans il y a- 6 mois ou dans un an, il y on a se retournera en se des- disant oh là là, la Rémi a Voilà, Pernod moins de Ricard, 20 il passait PE. de 120 à 159. Voilà, c'est 15 fois le PE pour Pernod Ricard. C'est entre 20 et 28 Ça devient fois. value. Voilà. Faut y Bon, aller. merci à vous trois pour avoir participé à cette discussion de marché ce soir. Nourane Charer, Mansartis, Vincent Lecartier, WeSave et Louis Defels, Gay-Lussac Gestion. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et régulièrement, nous avons rendez-vous avec l'intelligence artificielle dans cette émission et l'intelligence de Jean-Jacques Ohana à nos côtés, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est un peu le thème de notre discussion. Marché, 2 points, que dit l'intelligence artificielle? Puisque c'est quand même le domaine d'AI for Alpha. On appelle ça de la détection de signaux, c'est ça Jean-Jacques, hein? Absolument, absolument. Des détections de signaux faibles qui parfois sont des signaux forts. Ouais, c'est ça. Avec le bruit des marchés quand même, il faut le noter. Donc en réalité, des signaux qui, c'est bien documenté, qui sont peu prédictifs en moyenne, mais qui le sont un peu plus que l'aléa total. Ouais. Voilà. Et le filtre humain, évidemment, qui permet de compléter l'analyse pour dire les choses. Jean-Jacques, le sujet pour vous, c'est le retour de la macro dans les marchés. Absolument. Alors, il y a une dialectique intéressante à analyser, finalement, depuis plusieurs années. Quand les actions sont très fortes, en général, c'est que la macro est stable. C'est-à-dire qu'on a un environnement de taux d'intérêt, de devises, de matières premières qui est plutôt stable. Et on a des actions qui peuvent s'exprimer. Et à l'inverse, quand l'environnement macroéconomique devient instable, avec des mouvements très forts, soit sur les devises, soit sur les taux d'intérêt, soit les deux, soit sur les matières premières, eh bien, on a des marchés à actions qui sont plus en difficulté. Et on a exactement cette dialectique qui est en train de se jouer depuis quelques semaines, qui est assez intéressante à analyser, c'est-à-dire qu'on avait depuis le début de l'année finalement un environnement macroéconomique jusqu'à l'été qui était à peu près stabilisé, quoi qu'on dise, même s'il y a eu l'alerte sérieuse, on en reparlera, sur le sauvetage de SVB et le sauvetage aussi de Crédit Suisse en Europe. Malgré tout, finalement, les taux d'intérêt étaient à peu près à un niveau stable. On disait que la Fed avait, le consensus c'est que la Fed en avait fini avec ses hausses de taux. L'euro-dollar était stable au cours à 1,10, remarquablement stable, finalement, entre 1,05 et 1,10 depuis le début de l'année. Et finalement, il ne se passait pas grand-chose, hormis les actions, et au sein des actions, le Nasdaq.
pour simplifier, hein, pour caricaturer, mais je dirais qu'il y a eu le luxe en Europe, et chacun pourra trouver d'autres thèmes. Oui. Mais en réalité, Le Nasdaq est ce qui est relié au thème du Nasdaq. Voilà, l'intelligence artificielle. Oui. Et puis, ce qui s'est passé, je dirais que depuis finalement le mois de septembre, fin du mois d'août, début de septembre, on a une accélération sur les taux d'intérêt. Ouais. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le taux 10 ans américain, on est à 4,70. On était à 3,85 en début d'année. Donc on est quasiment à 100 points de base de hausse sur les taux longs américains. Sur le 30 ans, c'est encore plus élevé. On était à 3,85 encore au mois de juin. Hein. Oui, absolument. Voilà, en début d'année, au mois de juin, on était sur ces niveaux-là. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que sur les taux d'intérêt américains, ça va très, très vite. Ouais. Il y a une pontification de la courbe, ce qui est à noter, parce qu'on avait des courbes qui étaient inversées en record à moins 100 points de base entre le 2 ans et le 10 ans. Et maintenant, on est à moins 30. Donc, il y a une pontification. On est encore inversé, mais beaucoup moins qu'avant. Ce qui traduit deux choses importantes. La première chose, c'est que les craintes de récession qu'on pouvait avoir en début d'année ne se sont pas reflétées. En tout cas, elles sont différées. L'économie est plus résiliente que prévu. Et donc, c'est la thématique rates higher for longer, les taux plus élevés pendant plus longtemps, qui a été maintes fois exprimée. Il y a une deuxième raison qui est un peu plus inquiétante. C'est les déficits américains. On est à 6% de déficit aux États-Unis et globalement dans le monde développé, on a des déficits qu'on n'arrive pas tellement à contrôler, avec de plus une inflation qui semble persistante. Et donc finalement, on a une sorte de spirale qui est en train de se mettre en place entre des déficits plus élevés, de l'inflation moins contrôlable, en tout cas qui est persistante. Et finalement, c'est aussi la surprise de l'année, c'est en fait on a une inflation qu'on a du mal à faire rebaisser naturellement. Ouais. Le résidu d'inflation, alors il y a une partie de l'inflation qui s'est enlevée, hein, les chocs ont été transitoires en partie pour un bon nombre de prix sur les biens, etc. Mais il y a un résidu d'inflation, vous dites, avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Quoi. Oui, et d'autre part, finalement, les déficits budgétaires n'arrangent pas, finalement, ne font qu'aggraver cette situation. On pourrait même rajouter une troisième raison, qui est un peu plus politique, mais qui est intéressante à analyser, c'est que les réserves, finalement, de bons du Trésor internationales sont en train de baisser, et notamment les ventes de la Chine. Ces facteurs expliquent le fait qu'on a une hausse des taux longs aux États-Unis et pas tellement des taux courts. Non. Parce que finalement, les taux courts, l'idée que la Fed, elle va peut-être faire une hausse d'ajustement d'ici la fin de l'année, c'est même pas sûr, on verra. Mais c'est pas essentiel finalement. L'essentiel, c'est que finalement, on a une accélération assez dramatique des taux longs, et que cette hausse des taux longs, elle reflète aussi une hausse des taux d'intérêt réels. On en avait parlé lors d'une précédente émission. Et donc voilà, finalement, la macro est venue supplanter les actions. La hausse des taux longs, c'est vraiment purement de la macro. Ça a provoqué une onde de choc sur les marchés, et qu'on peut voir sous plusieurs formes. La première forme, c'est la hausse du dollar, contre à peu près tout. Contre le yen, c'était depuis longtemps, mais pas uniquement. On le voit contre l'euro, contre les devises cycliques aussi, contre les devises émergentes aussi. Et on sait que la hausse du dollar, c'est quand même une diminution de la liquidité globalement dans les marchés financiers internationaux. Deuxième onde de choc, la baisse des matières premières cycliques qui sont corrélées à la hausse du dollar aussi. On le voit sur le cuivre, par exemple, qui a baissé. On le voit aussi sur l'or, qui baisse aussi. Et puis, troisième onde de choc, finalement, c'est la correction des actifs cycliques. Ouais. Alors, qui pour l'instant n'est pas... qu'il faut relativiser, qui n'est pas très significatif. C'est un effritement, quoi, une baisse. On est à 8% de correction par rapport au plus haut atteint pendant l'été, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est pareil. Par exemple, sur le Nasdaq, on est encore à 35% de hausse depuis le début de l'année, ce qui est quand même considérable. Par contre, sur le Russell 2000, les petites capitalisations américaines, on est négatif depuis le début de l'année. Ouais. Sur les actions chinoises, on est à moins 10 depuis le début de l'année.
Et puis finalement, sur bon nombre, il y a une disparité très forte en réalité. On n'est pas capable d'avoir, en lisant les performances et finalement en regardant la situation de manière très pragmatique, de tirer un jugement sur est-ce que on est en bull market ou en bear market. On ne peut pas le savoir. Si vous regardez le Russell 2000, on n'est pas loin des plus bas de 2022, vous dites c'est un bear market. Vous regardez les petites banques américaines, c'est un bear market. Vous regardez le Nasdaq, c'est un bull market. Donc cela illustre tout à fait la situation, mais dans ce cadre-là, il y a eu quand même aussi une hausse des indicateurs d'aversion au risque qu'on doit regarder de près. Jusqu'à présent, l'aversion au risque, elle était faible. Il n'y avait pas de stress dans le marché. Désormais, on a une hausse du stress. Alors, des volatilités implicites qui sont plus élevées. C'est ce qu'on voit sur le VIX notamment, mais d'autres volatilités implicites. On voit également des hausses de volatilité sur d'autres marchés que les actions. Oui, c'est ça. Parler des taux, mais aussi sur les devises. La vol monte sur d'autres classes d'actifs que les actions aujourd'hui. Absolument. On voit aussi les spreads de crédit s'écarter. Ça commence. Un peu, Donc en réalité, on avait finalement un marché du crédit qui était très résilient. Il suit maintenant, il emboîte le pas de la hausse de la volatilité, la hausse du VIX qui est un peu leader dans ce mouvement de retrait. Et donc finalement, on a une tension des conditions financières qui est aujourd'hui palpable et qu'on peut expliciter. Dans cet ensemble, ce qu'il faut voir, c'est que tant que la macroéconomie n'est pas stabilisée, les marchés d'actions seront instables. Parce que ce n'est pas en fait des taux qui accélèrent violemment à la hausse, et c'est des taux réels. Ce n'est pas une situation stable pour les marchés. On le voit aussi dans les compartiments de l'économie réelle. Et paradoxalement, je dirais que finalement, les disparités qu'on voit en bourse et dans l'économie réelle peuvent précipiter, peuvent entamer la stabilité financière mondiale, tout simplement parce que les hausses de taux sont plus justifiées par les exubérances et les excès de valorisation de quelques secteurs. Ce qui est très perturbant dans la repentification de la courbe de taux, de ce que je comprends, c'est que on pouvait attendre ce qu'on appelle un bull steepening, c'est-à-dire l'idée que la courbe allait se repentifier par le bas, par les taux courts. Le ralentissement devenant potentiellement une récession économique aux États-Unis, le marché anticipe que la Fed va commencer à assouplir ses conditions, commencer à baisser ses taux. Et donc, dans un bull steepening, c'est la partie courte. Ce sont les taux courts qui baissent et qui donnent ce mouvement de repentification de la courbe. Là, c'est pas du tout ça. Là, les taux courts restent higher. Et c'est la partie longue qui décroche avec un phénomène de correction obligataire qui continue. Tout à fait. Alors, c'est vraiment en quelque sorte ce qu'on appelle un playbook, un cas d'exemple de crack obligataire. Ce qu'on voit, c'est-à-dire c'est 46% de baisse, j'ai vu, pour une obligation du Trésor américain. Absolument. Le pic de mars 2020. Et c'est pas un crack obligataire qui est provoqué tant par la Banque centrale, encore que on l'a dit aussi dans des émissions précédentes que les banques centrales, faut le savoir quand même, purgent leur bilan. Donc il y a quand même une baisse de bilan. Il y a un resserrement monétaire par la hausse de taux, mais il y a aussi un resserrement monétaire par la baisse des bilans. Que cette baisse des bilans, elle se prolonge à un rythme constant, tant aux États-Unis qu'en Europe, dans toutes les zones géographiques d'ailleurs, sauf en Chine. Mais en tout cas, il y a quand même, on a les ingrédients d'un crack obligataire qui s'est déjà produit. On ne sait pas où il va s'arrêter parce que on sait très bien que dans un crack, il y a de l'exagération aussi. Et finalement, des investisseurs très célèbres, comme je pense par exemple à Bill Ackman, avaient parfaitement vu la situation. Et en réalité, ce qui se produit, c'est vraiment une hausse des taux sur les parties vraiment longues de la courbe américaine et qui est engendrée par les différents facteurs que nous avons explorés au début. Ce crack obligataire est tellement puissant, semble-t-il, que les analystes de Barclays disent, pour stopper le crack obligataire, il faut un crack action. C'est-à-dire que pour redonner de l'intérêt et pour qu'on voit les marchés obligataires rallier à nouveau, il faudra qu'on passe par un stock crash. C'est le message, malheureusement, que nous donnent les indicateurs de stress. C'est-à-dire que les indicateurs de stress nous disent aujourd'hui que ce crack obligataire a un impact sur la stabilité financière. Alors, soit les banques centrales capitulent d'elles-mêmes, ce qui ne semble pas être le cas. Reculer. Enfin, ça les a fait reculer temporairement. Voilà.
soit les marchés financiers capitulent eux-mêmes, ce qui fera réagir les banquiers centraux. Eh bien, voilà. Qui est dit. Merci beaucoup pour cette mise en perspective, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Jean-Jacques, qu'on retrouve régulièrement dans l'émission à 17h45, donc consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.